S'il y a bien un sujet qui fait débat dans le monde de l'investissement, c'est la valorisation. Si vous demandez à 100 investisseurs est-ce que Apple est une entreprise de qualité, vous allez en avoir 95 qui vont vous répondre oui. Maintenant, si vous demandez à ces mêmes 95 investisseurs est-ce que le prix de l'action Apple est intéressant en ce moment, là, vous allez avoir 95 réponses différentes allant de c'est une superbe opportunité en ce moment à ce prix-là jusqu'à je n'ai jamais vu une action aussi surévaluée, son prix est 10 fois trop cher. Alors, entre ces deux extrêmes, qui a raison? Où se trouve la vérité? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble, les amis, dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais vous présenter le nouveau système de valorisation que j'ai développé. C'est désormais le système que je vais utiliser pour savoir si les actions qui m'intéressent se vendent en ce moment à un prix juste sur le marché ou pas. Alors, vous allez voir, c'est un espèce de système de scoring. Si mon action a un score supérieur à 30, ça veut dire que c'est potentiellement un moment intéressant pour moi de l'acheter ou de la renforcer. Et si au contraire, le score est inférieur à 30, il va falloir que j'attende un petit peu, soit que le prix de l'action baisse, soit que ses fondamentaux, sa croissance s'améliore. Comme tout système de valorisation, il n'est pas parfait, il a des défauts, des limites, on en parlera un petit peu mieux à la fin. Mais vous allez voir, c'est quand même un système simple et qui nous permet quand même d'avoir une belle représentation graphique du rendement qu'on va pouvoir obtenir avec une action dans le temps. Et ce qui est génial avec cette représentation graphique, c'est qu'on va pouvoir comparer ce rendement de l'action qui nous intéresse à d'autres solutions dans lesquelles on pourrait placer son argent, comme des obligations ou un ETF, par exemple du S&P 500 ou du MSCI World. Vous allez voir, on va justement prendre plein d'exemples et on va aller regarder si la valorisation des large caps américaines comme Apple, Microsoft ou encore Nvidia est intéressant par rapport à un S&P 500. Et on ira aussi jeter un coup d'œil à nos trois grandes actions françaises. J'ai nommé LVMH, Hermès et L'Oréal. On verra si leur prix est intéressant ou pas en ce moment par rapport au rendement qu'on pourrait obtenir sur d'autres solutions d'épargne. Je vous en dis pas plus, on démarre tout de suite. Alors évidemment, on ne peut pas commencer à parler de valorisation sans parler du fameux PER, le Price to Earning Ratio, cours sur bénéfice en français. C'est un des ratios de valorisation les plus célèbres qu'on va calculer en prenant le prix de notre action et en la divisant par son montant de bénéfice par action. Donc si par exemple une action coûte 100 € et que l'entreprise qui est derrière cette action a généré 4 € de bénéfice par action cette année, 100 divisé par 4, on va dire que cette action a un PER de 25. Autrement dit, qu'en achetant l'action 100 €, vous payez 25 fois ses bénéfices annuels. Vous payez l'entreprise à un multiple de 25. Donc le PER, je trouve que c'est un bon premier ratio, une bonne porte d'entrée dans le monde de la valorisation. C'est souvent un indicateur qu'on va retrouver sur beaucoup de sites. Mais je pense qu'on peut aller l'améliorer en effectuant deux petits changements qui vont le rendre à la fois plus précis et également plus facilement compréhensible. Niveau compréhension, les amis, ce que je propose de faire, c'est d'inverser la formule. Au lieu de faire prix divisé par bénéfice, on va les faire bénéfice divisé par prix, ce qui va nous permettre d'obtenir un TRB, un taux de rendement des bénéfices. Les Anglais appellent ça le Earning Yield. Donc si on reprend notre exemple, on a 4 € de bénéfice par action et une action qui vaut 100 €. 4 divisé par 100, ça nous donne 4%. C'est très facile à calculer et je trouve que c'est aussi beaucoup plus facile à comprendre. Parce que quand je vous dis PER de 25, on est là, alors, combien par rapport à quel bénéfice alors que là, 4%, c'est évident, on comprend tout de suite que, ok, j'achète une entreprise à 100 €, elle a un rendement de 4%, donc ça veut dire que l'entreprise a généré 4 € de bénéfices par action cette année. Je trouve que le taux de rendement est plus facile à comprendre et je trouve aussi qu'il est plus facile à comparer. Parce que finalement, quand on parle d'autres solutions d'épargne, d'autres solutions d'investissement, on va très souvent s'exprimer en taux de rendement. On va dire que le livret A a un taux de rendement de 3%. Je ne connais personne qui dit que le livret A a un multiple de 33 ou un PER de 33. Ça serait, on va dire, juste de dire ça, mais tout le monde parle en taux de rendement. Et donc, en termes de comparaison, je trouve que c'est plus facile de partir sur ce taux de rendement. Si comme moi, vous êtes un peu perdu avec ces équivalents, je vous affiche au tableau justement les correspondances. Donc finalement, un taux de rendement de 1%, ça équivaut à un PER de 100, un taux de rendement de 2%, 50, 3%, PER de 33, etc. Donc vous voyez, c'est une petite gymnastique mentale qu'il faut se faire, mais de manière générale, si vous êtes habitué au PER, je trouve que le taux de rendement peut être un peu plus simple à comprendre et un peu plus direct pour savoir qu'est-ce qu'on obtient finalement quand on achète une entreprise en termes de fondamental de bénéfices qu'on a derrière. La deuxième modification que je vous propose qu'on fasse sur notre formule, c'est de remplacer le bénéfice par action par le free cash flow par action.
Les bénéfices, c'est ce qu'on va retrouver à la toute fin du compte de résultat. C'est un chiffre intéressant, mais malheureusement, il est un peu plus facilement manipulable via des jeux comptables, notamment les amortissements, les provisions. Et c'est pour ça que personnellement, je préfère utiliser les free cash flow. C'est le chiffre qu'on va retrouver à la fin du flux de trésorerie. Et c'est un chiffre qui sera généralement plus précis car il va vraiment aller mesurer l'argent qui est rentré et sorti des caisses de l'entreprise. Donc là, je vous prends l'exemple avec Apple sur le compte de résultat d'Apple. Vous voyez qu'à la toute fin, on retrouve ici les bénéfices. Donc on prend son chiffre d'affaires, on va enlever ses coûts produits, on va enlever les coûts opérationnels avec notamment les salaires, on va enlever aussi les coûts d'intérêt de sa dette et enfin les impôts. C'est comme ça qu'on arrive au fameux net income, les bénéfices. Et généralement, c'est sur ces bénéfices-là qu'on va aller calculer le PER. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, dans les flux de trésorerie, on va reprendre ce bénéfice-là et on va simplement faire des petits ajustements. On va ajuster toutes les dépenses non monétaires. Donc finalement, à chaque fois que l'entreprise a dit « j'ai gagné de l'argent, mais de l'argent n'est pas réellement rentré dans ses caisses », on va ignorer finalement ces entrées d'argent qui ne sont pas encore arrivées dans les caisses de l'entreprise. Et on va aussi prendre en compte le CAPEX, les dépenses en CAPEX. Donc le CAPEX, ce sont des investissements que fait l'entreprise. Elle achète ou elle rénove certaines machines de production. Le problème avec le CAPEX, c'est que parfois, ça peut être considéré comme un investissement pour le futur, pour gagner finalement plus de free cash flow dans le temps. Mais parfois, c'est aussi des dépenses que l'entreprise est obligée de faire pour maintenir ses outils de production. Et elle n'a pas le choix, elle est obligée de dépenser dans cet entretien des machines et ça va forcément réduire sa profitabilité, son montant de free cash flow. Et là, dans les flux de trésorerie, on prend bien en compte ce montant de CAPEX, alors que dans le compte de résultat, souvent ce CAPEX est un petit peu beaucoup plus dilué. Donc voilà, tout ça pour vous dire, à la fin des flux de trésorerie, on a ce fameux free cash flow et c'est pour moi le chiffre le plus intéressant que les bénéfices. Vous l'avez compris, c'est vraiment l'excédent de trésorerie, ce qu'il va rester dans les poches de l'entreprise à la toute fin, ce free cash flow. Et avec ce free cash flow, l'entreprise va pouvoir faire pas mal de choses différentes. Mais généralement, ce sont des choses qui vont nous bénéficier à nous, les actionnaires. Elle va par exemple pouvoir réinvestir dans des projets qui vont lui permettre de générer plus de free cash flow dans le temps. Donc soit en interne, réinvestir dans des projets à fort rendement qui vont lui permettre de développer vraiment son activité, ou alors en externe, donc par exemple en rachetant d'autres sociétés concurrentes. Elle va également, avec ce free cash flow, pouvoir rembourser sa dette. Si l'entreprise a moins de dettes sur son bilan comptable, évidemment, ça va aider à ce qu'elle soit mieux valorisée en bourse. Elle va également pouvoir racheter ses propres actions. Lorsque l'entreprise rachète ses propres actions, en fait, elle supprime une partie des actions qui sont en circulation. Et donc, mécaniquement, ça fait augmenter la valeur de celles qui restent sur le marché, donc la valeur des vôtres. Et enfin, la solution la plus directe, celle qu'on apprécie aussi beaucoup, l'entreprise peut utiliser cet excédent de trésorerie pour nous reverser une partie de cette trésorerie directement dans notre poche via un dividende. C'est de l'argent qu'on va directement recevoir sur notre courtier. En prenant ce free cash flow par action et en le divisant par le prix de l'action, on obtient un taux de rendement du free cash flow, ce que les Anglais appellent le free cash flow yield. Souvent, sur les sites, vous verrez apparaître le dividend yield. Donc, c'est le taux de rendement en dividende qu'on calcule en prenant le dividende par action et en le divisant par le prix de l'action. C'est intéressant, c'est évidemment un ratio intéressant, ça nous permet de savoir combien on va pouvoir recevoir de dividendes lorsqu'on achète une action. Le problème de ce taux de rendement, c'est qu'en fait, vous l'avez vu, il ne montre qu'une partie de l'histoire. C'est-à-dire, il ne montre que la partie des bénéfices de l'entreprise qu'elle va reverser à ses actionnaires. Mais on l'a vu, il peut y avoir finalement une partie de ces bénéfices, de ce free cash flow, qui peut vraiment nous être bénéficiaire à nous, qui va pouvoir faire augmenter la valeur de l'action et donc nos gains futurs en plus-value via à nouveau le free cash flow, via les réinvestissements, via le remboursement des dettes et via le rachat d'actions. Donc je trouve que c'est un peu dommage de s'arrêter au dividend yield parce que finalement, on peut avoir plein d'entreprises qui ne versent pas de dividendes ou qui versent un petit dividende et qui décident au contraire d'allouer plus de capital à ces autres solutions-là. Et donc, on pourrait se dire, ah bah, j'ai un dividend yield de 0,5%, donc c'est pas intéressant. Mais en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a une grosse partie de ce free cash flow qui va être utilisée pour racheter des actions, pour rembourser des dettes, pour réinvestir et qui va du coup nous faire gagner aussi beaucoup d'argent. C'est juste que à gauche, donc les trois éléments, c'est sur la plus-value et l'élément à droite, c'est le rendement en dividende. Le seul élément des free cash flow qui ne va pas nous bénéficier directement à nous, les actionnaires, c'est les stock-based compensation, les compensations salariales en actions.
l'entreprise va pouvoir parfois reverser une partie de bénéfices en fait à ses employés via des actions plutôt que via un salaire. Et vous voyez qu'on a ici un espèce de petit bug comptable alors que c'est censé être une dépense. C'est clairement pas quelque chose qui va nous rapporter de l'argent à nous actionnaires. Finalement, ça rentre dans le calcul du free cash flow. Il va donc falloir ajuster un peu ces compensations salariales pour vraiment obtenir un free cash flow net, ce qu'il reste finalement dans notre poche et ce qui va vraiment nous bénéficier à nous lorsqu'on devient actionnaire de cette entreprise. Pour que tout cela soit plus concret, prenons l'exemple d'Apple en 2023. Cette année-là, l'entreprise a généré 383,2 milliards de dollars de ventes et il lui est resté, une fois qu'on a enlevé toutes ses dépenses, 99,5 milliards de dollars de free cash flow. On voit que c'est une entreprise qui est assez profitable et qui parvient à transformer une partie importante de ses ventes en excédent de trésorerie pour ses actionnaires. Mais attention, dans ces 99,5 milliards de free cash flow, Apple a décidé de reverser 10,8 milliards en compensation salariale pour ses salariés. Et donc, le montant exact de free cash flow qui va vraiment nous bénéficier à nous les actionnaires est de 88,7 milliards. Vous voyez que j'ai indiqué un petit astérix à côté du free cash flow pour bien faire la différence entre le free cash flow brut et le free cash flow net de compensation salariale. Donc, ces 88,7 milliards, c'est ce que vous auriez gagné en excédent de trésorerie si vous possédiez 100% d'Apple, les 15,8 milliards d'actions en circulation. Donc là, évidemment, la question que vous vous posez, c'est combien je pourrais gagner de free cash flow si j'achetais une seule action Apple ? À moins que vous ayez beaucoup de capital, généralement, vous n'allez pas acheter l'entièreté de l'entreprise d'un seul coup. Et donc, pour obtenir ce chiffre-là, simplement, on va reprendre notre free cash flow de 88,7 milliards. On va le diviser par les 15,8 milliards d'actions en circulation, ce qui nous permet d'obtenir un chiffre de 5,61 $ de free cash flow par action. Chaque action Apple qu'on achète aujourd'hui nous permet de bénéficier de 5,61 $ de free cash flow. Donc, si on reprend un petit peu notre équation, on a le premier élément de notre équation, 5,61 $ pour Apple. Il nous manque juste le prix de l'action à l'heure actuelle. Au moment où je tourne cette vidéo, Apple se vend à 182,32 $. 5,61 divisé par 182,32, on obtient un free cash flow yield de 3,07%. En achetant l'action Apple aujourd'hui à 182 $, je sais que j'obtiens un rendement en free cash flow de 3%. Et vu qu'on a vu tout à l'heure que Apple avait un dividend yield de 0,53%, je peux en déduire qu'en fait, il y a une partie de ce rendement que je vais recevoir en dividende, 0,53, et 2,54%. Donc, vous voyez que c'est quand même une grosse partie, c'est quasiment 80% de mon rendement qui va provenir non pas du dividende, mais des autres éléments que va pouvoir faire Apple avec son free cash flow, le rachat d'actions, le remboursement de ses dettes et le réinvestissement dans ses projets. Donc là, vous allez me dire, Roman, c'est chouette, on a fait pas mal de calculs qui nous permettent de savoir le rendement qu'on va pouvoir obtenir en achetant l'action Apple aujourd'hui, mais 3%, c'est quand même pas terrible. Tout à l'heure, on parlait de comparaison, le livret A, lui aussi, rapporte 3% par an. Et si vous avez suivi la vidéo précédente, je vous expliquais que vous pouviez acheter une obligation américaine qui vous rapporte 4,3% par an garantie sur les 10 prochaines années. La question qu'on peut donc se poser, c'est quel intérêt pour moi d'aller acheter l'action Apple et obtenir un rendement de 3% qui est incertain, l'entreprise pourrait avoir des problèmes, pourrait faire faillite, alors que je peux prêter mon argent à l'État américain et obtenir de manière certaine un rendement de 4,3% par an sur les 10 prochaines années. Eh bien, la réponse à cette question va se jouer sur la croissance. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le rendement d'une obligation américaine est stable dans le temps. On va prêter 100 € à l'État américain et au bout de 10 ans, l'État américain va nous rendre ces 100 € et entre-temps, il nous aura versé 4,3% par an. Donc je vois que dès la première année, je reçois 4,3, puis 4,3, puis 4,3, etc., etc. Une action, on sait qu'on prend un peu plus de risques, on n'est pas sûr de retrouver notre argent quand on achète une action et on l'a vu avec Apple, on démarre avec un rendement un peu plus faible. Mais la grosse différence par rapport à l'obligation qu'il faut bien prendre en compte ici dans nos calculs, c'est que ce rendement va potentiellement pouvoir s'améliorer dans le temps si l'entreprise parvient à augmenter son montant de free cash flow. Je vous affiche à l'écran l'évolution du free cash flow d'Apple et vous voyez que c'est vraiment sur ce chiffre de 2023 qu'on a fait nos calculs, 88,7 milliards. Donc aujourd'hui, on a un rendement de 3%, mais il est possible qu'en 2024, Apple génère un free cash flow plus élevé
Et si Apple génère un free cash flow plus élevé, notre rendement par rapport à notre coût initial de l'action devrait lui aussi s'améliorer. On devrait par exemple pouvoir passer de 3% à 3,5% ou à 4% si Apple évidemment parvient à augmenter ses performances, augmenter l'excédent de trésorerie qu'elle parvient à générer. On voit qu'historiquement, elle est parvenue à le faire et que quelqu'un qui aurait acheté l'action Apple en 2013 par exemple à un rendement de 3%, aujourd'hui, il aurait un rendement bien supérieur à ça puisque l'entreprise a quasiment doublé son montant de free cash flow en 10 ans. Pour estimer correctement le rendement que va pouvoir nous délivrer Apple dans le temps, il va donc falloir faire des prévisions sur sa croissance future. On peut regarder ce qu'en pensent les analystes. Les analystes qui suivent Apple pensent qu'en 2024, l'entreprise devrait pouvoir faire plus 11% sur son free cash flow par action, 2025 plus 9%, 2026 plus 7% et les années suivantes plus 11%. Et si on retourne donc sur notre graphique, voilà ce que ça donne. On démarre à nouveau avec un rendement à 3%. L'année suivante, Apple effectue sa croissance et on passe donc à un rendement de 3,4%, puis 3,7%, puis 4%, puis 4,4%. Vous voyez qu'à partir de la 4e année, Apple, ça y est, le rendement de l'action Apple en free cash flow dépasse celui de l'obligation américaine. Et évidemment, plus le temps va continuer, Apple devrait pouvoir continuer de faire de la croissance de ses free cash flow et donc notre rendement devrait s'améliorer dans le temps. Basé sur ces estimations d'analystes, au bout de 10 ans, on devrait obtenir 8,2% de rendement par rapport à notre achat initial d'Apple, contre seulement 4,3% pour les obligations américaines. Donc au bout de la 10e année, on a finalement un rendement qui est 2 fois plus intéressant que celui des obligations. C'est un petit peu, vous voyez ici, la puissance des obligations. Et via ce graphique, vous comprenez pourquoi on dit souvent que si vous souhaitez investir dans les obligations, c'est plutôt à court, moyen terme. Parce que là, vous savez sûrement le rendement que vous allez pouvoir obtenir sur 3, 4, 5 ans. Et au contraire, on dit toujours qu'il faut investir dans les actions sur le long terme. Pourquoi on dit sur le long terme ? C'est parce que c'est en étant patient et en laissant le temps à l'entreprise de développer, d'avoir de la croissance sur ses free cash flow, que notre rendement initial, qui est potentiellement pas super intéressant, va pouvoir s'améliorer et devenir beaucoup plus intéressant avec le temps. On pourrait faire exactement le même exercice sur les dividendes. On démarre à 0,5 et l'entreprise augmente, si bien qu'au bout de 10 ans, on reçoit 4, 5, 6, 10% par an de rendement en dividendes par rapport à notre achat initial. Voilà pourquoi il faut investir sur le long terme quand on parle d'actions. Vous l'avez compris, si les prévisions des analystes sur Apple sont justes, l'action Apple devrait nous permettre d'obtenir un meilleur rendement que les obligations américaines. Maintenant, quand on parle d'actions individuelles, on compare rarement à des obligations. Souvent, on va plutôt comparer les actions entre elles parce que souvent, quand on décide d'investir dans les obligations, à nouveau, c'est plutôt sur du court-moyen terme. Quand on décide d'investir sur les actions, c'est plutôt de l'argent long terme. Et quand on sélectionne une action individuelle, l'objectif, évidemment, pour nous, c'est de faire mieux qu'un indice. Puisque si on n'arrive pas à faire mieux, par exemple, que le S&P 500, on aurait mieux fait d'acheter un ETF du S&P 500 qui suit le marché. Et ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir faire exactement ce même travail qu'on a fait sur les obligations américaines, mais cette fois-ci sur l'indice du S&P 500. Donc vous voyez qu'on démarre aujourd'hui sur un free cash flow yield de 3,3% pour le S&P 500, donc légèrement au-dessus de celui d'Apple. Au bout de 5 ans, on est à 4,8%, donc on est quasiment ex aequo avec Apple pour le S&P 500. Et à la fin, au bout des 10 ans, on est quand même en dessous puisque le S&P 500 a une croissance long terme estimée moins forte que celle d'Apple. On termine au bout de la 10e année à 6,5% de rendement contre 8,2% pour Apple. Donc à nouveau, si les analystes ici ont raison, Apple devrait pouvoir délivrer un petit peu plus que le S&P 500. Pas tout de suite, vous voyez que c'est à partir de la 5e année qu'on commence à vraiment avoir cette différence-là. Afin de pouvoir comparer différentes entreprises entre elles, j'ai donc créé un barème qui va venir mesurer les rendements qu'on va pouvoir obtenir sur ce qui sont pour moi les 3 périodes charnières. Donc j'ai mis 1 an, mais c'est finalement le rendement d'aujourd'hui qu'on obtient en achetant l'action aujourd'hui, le rendement au bout de 5 ans et le rendement au bout de 10 ans. C'est pour moi les 3 périodes qu'il va falloir surveiller. Et vous voyez que je me suis fixé un objectif pour chacune de ces périodes. Sur 1 an, j'aime bien avoir un rendement de 4% ou plus. Sur 5 ans, 6% ou plus. Et sur 10 ans, 10% ou plus. C'est ce que je vise avec mes actions. Donc l'idée, c'est dès la 5e année d'obtenir vraiment un rendement supérieur aux obligations. Et sur 10 ans, essayer de dépasser les 10% de rendement au bout de 10 ans par rapport à mon achat initial.
Vous voyez que si j'ai entre 3, 5, 8 et 9, ça va être bleu, donc un peu moins intéressant. Et enfin, si j'ai la première année 2%, la cinquième 4 et la dixième 7, ça va être rouge, ça va moins m'intéresser. Et afin de pouvoir encore comprendre de manière plus rapide ce score-là, je vais calculer un score en fait en additionnant donc les 3 périodes et en multipliant par 2 le résultat obtenu. Donc si j'obtiens, c'est ce que je vous disais en intro, si j'obtiens un score supérieur à 35, je considère que l'action a une valorisation intéressante en ce moment. Si c'est entre 30 et 35, ça reste correct, c'est une valorisation qui est plutôt correcte et je pourrais potentiellement renforcer l'entreprise. Et par contre, si j'obtiens une valorisation qui est inférieure à 30, je considérais qu'il vaut mieux attendre soit que l'entreprise améliore à nouveau ses résultats, donc plus de free cash flow qui est généré, ou tout simplement un prix qui descend et qui me permet d'obtenir un meilleur rendement sur mon achat initial. Donc si on calcule ce score pour le S&P 500, voilà ce que ça donne. 3 plus 5 plus 6, on obtient un score de 29. Ce score de 29, il faut bien s'en souvenir parce que finalement, on va comparer un peu toutes les entreprises et l'idée, c'est qu'elles obtiennent un score supérieur à 29. Si c'est inférieur à 29, finalement, on ferait mieux d'acheter un S&P 500 puisqu'on obtiendrait probablement tout simplement un meilleur rendement sur le long terme avec. Donc, si on reprend Apple ici, on a 3, 5 et 8, ce qui fait un score de 32. Donc, globalement, on est un petit peu au-dessus du S&P 500. Ce n'est pas une valorisation exceptionnelle, mais ça peut être une valorisation qui peut se justifier pour renforcer l'entreprise en ce moment, puisqu'on a à nouveau un score qui est légèrement supérieur au S&P 500. On a bien parlé d'Apple, on peut maintenant aller s'amuser à calculer le score de valorisation d'autres entreprises. On commence évidemment avec Nvidia qui est en train de battre un petit peu tous les scores en ce moment au niveau des market cap et au niveau de la progression de son prix. Et on voit que c'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'on a une forte croissance attendue. Je crois qu'on est autour des 30% par an pour les free cash flow de Nvidia. Le problème, c'est qu'on commence à un prix qui est tellement élevé par rapport à ces free cash flow. Il y a tellement de croissance qui est attendue que vous voyez, on a du mal à rattraper le S&P 500 même au bout de 10 ans. Ce qui fait qu'Nvidia, sur ce système-là, n'obtient qu'un score de 14. Il faudrait donc soit que le prix de l'action Nvidia devient plus intéressant, ou alors que l'entreprise parvienne à faire plus de 30% de croissance par an, ce qui est évidemment assez compliqué. On a un peu la même histoire, vous voyez ici sur Microsoft, on a une croissance attendue assez forte, évidemment avec l'IA, une croissance plus forte que le S&P 500, mais pareil, on a un prix de départ qui est quand même assez faible, on est en dessous des 2%, et du coup, vous voyez qu'on ne rattrape finalement que le S&P 500 qu'à partir de la 10e année. Donc on le rattrape, mais on met quand même un peu de temps, et donc la valorisation de Microsoft est quand même assez élevée en ce moment. On tombe sur un score de 24. Et je trouve que c'est intéressant justement de comparer la valorisation de Microsoft à celle de Google, son concurrent de toujours. Pendant longtemps, Google réussissait, battait Microsoft et depuis les dernières années, on voit qu'il y a un peu une inversion. On voit ici que la valorisation de Google est bien plus intéressante finalement que celle de Microsoft. Certes, on démarre pareil en dessous du S&P 500, mais vous voyez que d'après les analystes, d'après la croissance que devrait faire Google, on dépasse le S&P 500 en termes de rendement dès la 3e année. Donc on a 3% aujourd'hui, 6% au bout de 5 ans et 12% au bout de 10 ans, ce qui lui fait un score de 41. Et là, on voit vraiment l'impact que peut avoir le marché, puisque le marché estime que Google a pris du retard sur l'intelligence artificielle, eh bien, sa valorisation est bien moins élevée que celle que peut avoir Microsoft ou Nvidia, qui devraient être des acteurs un peu plus dominants là-dedans. Donc à nouveau, on voit que malgré un petit peu cet avis du marché, on voit que ça ne se retrouve pas forcément sur les chiffres de croissance attendus pour Google. Donc évidemment, il faut analyser, comprendre pourquoi justement Google se vend moins cher. Est-ce que finalement cette décote est justifiée ou pas? Et si selon vous elle n'est pas justifiée, potentiellement Google en ce moment pourrait être à un prix intéressant. Voilà donc un peu la situation aux États-Unis sur les large caps. Regardons un petit peu maintenant les large caps françaises. Ici, on voit L'Oréal. On est vraiment sur une entreprise qui devrait à peu près avoir la même croissance que le S&P 500. Et malheureusement, alors qu'on a la même croissance attendue, vous voyez qu'on a un prix de départ, un rendement de départ qui est bien moins intéressant. Et donc, malheureusement, ça ne fait qu'un score de 22 à L'Oréal. Donc, peut-être que le marché estime que les bénéfices de L'Oréal devraient être plus stables, plus prévisibles dans le temps que ceux du S&P 500. Mais d'après les croissances, ici, c'est pas ce qui devrait se passer. Et donc, L'Oréal, entreprise de qualité, mais on voit que le rendement est un peu finalement faible aujourd'hui par rapport à la croissance qui est attendue sur cette entreprise. Au contraire, si on regarde LVMH, on voit que finalement, pareil, on est en dessous du S&P 500, mais rapidement, dès la prochaine année, les analystes estiment une importante croissance du free cash flow qui devrait lui permettre de rattraper le S&P 500.
Et vous voyez qu'au bout d'un moment, on a les deux courbes qui se séparent puisque LVMH a une croissance attendue légèrement supérieure à l'indice. Et ça pourrait donc, même aujourd'hui, même avec un rendement inférieur au S&P 500 aujourd'hui, devenir finalement une entreprise qui bat le marché. Vous voyez qu'on a un score de 31. Et enfin, on termine avec Hermès. Là aussi, on a une entreprise qui devrait, comme LVMH, connaître une croissance plus forte que le S&P 500, mais son prix de départ, on a un rendement inférieur à 1%, rend un petit peu compliqué les choses. Vous voyez que l'écart avec le S&P 500 se resserre, mais malheureusement, on part tellement de bas que c'est un petit peu compliqué. Et du coup, Hermès n'obtient qu'un score de 21. Il faudrait donc soit à nouveau que le prix d'Hermès devienne plus intéressant, ou alors que les estimations de croissance soient plus importantes pour lui donner un maximum de chances de surperformer le S&P 500 et que vous, de votre côté, en achetant cette action aujourd'hui, vous obteniez quand même un rendement suffisant en free cash flow. Évidemment, le prix des actions va varier dans le temps et les résultats en free cash flow des entreprises peuvent aussi varier. Dans quelques mois, une entreprise peut annoncer un superbe free cash flow, ce qui du coup va faire améliorer son score de valorisation. Ou au contraire, elle peut annoncer un score de free cash flow un peu décevant, ce qui fera baisser son score. Et donc pour moi, c'est important de garder comme ça une watchlist des entreprises qui nous intéressent pour voir un peu quelles pourraient être les entreprises qu'on pourrait renforcer en ce moment. Comme je vous l'ai dit, je vais essayer de me concentrer sur les entreprises qui ont un meilleur score que le S&P 500. Donc dans cet exemple, j'irai plutôt renforcer LVMH, Apple et Google. Donc vous l'avez vu, ce système de valorisation est pratique. Il permet de voir en un clin d'œil les entreprises qui pourraient être le plus intéressant à renforcer en ce moment. Mais évidemment, comme tout système de valorisation, il n'est pas parfait. Il a des limites, des inconvénients. Et il est évidemment important de les connaître. Il y a 3 éléments pour moi, 3 choses auxquelles il faut faire attention si vous décidez vous aussi d'utiliser un système de valorisation comme celui-ci. La première chose auquel il faut faire attention, c'est de ne pas se faire aveugler par le score. Si par exemple, vous ouvrez votre fichier et que vous voyez qu'Apple a un score de valorisation de 32 et que Intel a un score de valorisation de 64, vous pouvez vous dire, ah bah évidemment, il faut que j'achète Intel. L'action est 2 fois plus intéressante que Apple. Sauf que le problème, c'est que, en fait, si vous avez creusé un petit peu l'analyse qualitative des deux entreprises, vous vous rendez compte que Apple a des résultats stables et croissants sur son free cash flow, qu'elle est en train de gagner des parts de marché et qu'elle a un montant de dette qui est faible. Au contraire, sur Intel, vous avez des résultats instables, Intel est en train de perdre des parts de marché et Intel a une dette importante. Donc, si Intel est 2 fois moins cher qu'Apple sur les marchés, c'est parce qu'il y a une bonne raison. C'est parce que l'entreprise, de manière générale, est 2 fois moins intéressante. Vous voyez que j'estime qu'Apple a une qualité 3 étoiles et qu'Intel a seulement une qualité 1 étoile. Donc, faites attention avec ce genre de comparaison. Si vous mettez Apple et Intel sur une watchlist, vous êtes en train de comparer des pommes et des poires. Vous êtes en train de comparer 2 qualités complètement différentes. C'est un petit peu la même chose d'ailleurs, c'est de là que je me suis inspiré pour mes étoiles. Je me suis inspiré des étoiles Michelin. Quand vous allez dans un restaurant 3 étoiles Michelin, évidemment, vous attendez à payer plus cher, mais c'est parce que vous estimez que la qualité de la nourriture et du service que vous allez obtenir est meilleure. Évidemment, vous n'allez pas dire, mais regarde, ce restaurant 1 étoile, il est moins cher que le 3 étoiles. Parce que généralement, dans le restaurant 1 étoile, même si c'est un très bon restaurant quand même, vous n'allez pas du tout obtenir la même qualité de nourriture et de service. Donc vraiment, le conseil que je vous donne, si vous décidez de vous créer une watchlist comme ça, c'est de ne juger que les entreprises de top qualité, celles qui correspondent vraiment à tous vos critères. Donc moi, j'ai 2 systèmes pour déterminer la qualité d'entreprise. Une analyse d'abord quantitative, je vais vérifier tous les chiffres, m'assurer que l'entreprise a une belle croissance de son free cash flow, qu'elle a également des très belles marges, qu'elle a des très bons retours sur investissement. Et enfin, une analyse qualitative, s'assurer que l'entreprise a un bon business model, que je comprends bien et que je suis capable justement de prévoir dans le futur et que je suis capable de me dire, ok, cette entreprise est vraiment capable de délivrer cette croissance que j'attends d'elle. Et donc, à nouveau, ne mettez pas au milieu de cette watchlist un peu toutes les entreprises que vous trouvez parce que forcément, si vous faites ça, vous allez avoir tendance à vous concentrer sur les entreprises qui sont les moins chères et généralement sur le marché, les entreprises les moins chères sont aussi les entreprises les moins qualitatives. Donc là, on peut voir en effet que Google est moins cher en ce moment que Microsoft. Donc là, à la limite, c'est un peu sur un piédestal. Certaines personnes pensent que Microsoft est mieux que Google, mais je pense qu'on est à peu près d'accord pour dire que c'est 2 grandes entreprises qui ont énormément d'avantages compétitifs. Et donc pour moi, là, la comparaison, elle peut se faire. À nouveau, si vous comparez Apple et Intel, ça ne fonctionne pas. Le deuxième inconvénient de ce système de valorisation, c'est que même sur des entreprises de top qualité, il va falloir parvenir à estimer correctement leur croissance future. Et on le sait, estimer le futur, c'est toujours quelque chose de compliqué. Donc, j'ai quelques conseils pour vous ici.
Le premier, c'est de ne pas chercher à faire des prévisions sur des entreprises qui sont trop cycliques et imprévisibles. Vous voyez ici, on a l'évolution du free cash flow par action d'une entreprise et vous voyez que ça monte, ça descend, c'est vraiment les montagnes russes. Et du coup, c'est très difficile pour ce genre d'entreprise de savoir ce qui va se passer dans le futur parce que on est très dépendant de facteurs externes. Ici, je vous ai masqué le nom de l'entreprise, mais c'est Total Energy. Et évidemment, les pétrolières, il faut le savoir, sur leur business model, sont dépendantes du prix du baril de pétrole qui lui-même va varier en fonction de la géopolitique. Et du coup, on peut vraiment avoir des mauvaises surprises et se retrouver, alors qu'on avait fait tous nos calculs sur un rendement avec une croissance de 5% par an, bah, tout à coup, on peut pendant, vous le voyez ici, plusieurs années de suite, pendant 5-6 ans, se retrouver à perdre en free cash flow et avoir un rendement même qui devient négatif, comme ça a été ici le cas pour Total en 2015. Donc à moins que vous connaissiez très bien ce genre de marché, je vous déconseille parce que les gens qui gagnent en fait et qui parviennent à faire mieux que le marché sur des entreprises cycliques comme ça, ce sont des gens qui achètent vraiment quand l'entreprise est pas chère et qui revendent dès que l'entreprise est mieux valorisée. Donc on est un peu plus sur un fonctionnement de trading et évidemment c'est beaucoup plus compliqué aussi de savoir quand est-ce que le cycle haussier va reprendre et quand est-ce qu'il va s'arrêter. Je vous déconseille aussi les entreprises trop jeunes. Ici, vous voyez qu'on a une entreprise finalement pendant très longtemps qui avait un free cash flow. Bon, elle est restée profitable, mais le free cash flow était vraiment très faible. Et puis tout à coup, on a une explosion avec des analystes qui pensent que l'entreprise devrait pouvoir générer énormément d'argent. Évidemment, ici, on est sur Nvidia. Donc, c'est tout à fait possible que l'entreprise parvienne à générer ces montants de free cash flow. Mais je trouve que plus on a comme ça une prévision importante de croissance dans le futur, et plus c'est compliqué en fait de savoir exactement est-ce que l'entreprise va grandir à 20%, à 25%, à 30%. Et évidemment, chaque différence de pourcentage peut créer une différence énorme sur la performance en plus-value finale. Donc moi, personnellement, ce que je préfère, c'est ignorer tout ce qui est cyclique, ignorer les entreprises qui sont non rentables ou alors rentables depuis pas très longtemps et me concentrer sur les entreprises qui ont vraiment une profitabilité prouvée. Donc ce sont des entreprises qui sont vraiment profitables depuis un moment et qui parviennent quand même à avoir une belle croissance. Ça ne m'intéresse pas d'avoir une boîte qui est profitable mais qui ne fait aucune croissance parce qu'à nouveau mon rendement du coup en free cash flow ne va pas s'améliorer. Et je vous ai mis un exemple ici, vous voyez que toutes les années ne sont pas en augmentation mais que globalement on est vraiment sur une très belle tendance haussière. Ici, on est sur Mastercard. Mon premier conseil pour estimer correctement la croissance d'une entreprise rejoint donc le premier élément dont on avait parlé, sélectionner des entreprises de qualité qui ont déjà une croissance prouvée dans le temps. Ça sera beaucoup plus facile pour faire les calculs. Le deuxième élément que je trouve intéressant au niveau de la croissance, c'est finalement est-ce qu'on peut faire confiance aux estimations de croissance des analystes? Parce qu'on sait que les analystes, ils ont aussi tendance à se tromper parfois. Donc, on reprend l'exemple ici d'Apple. On avait dit plus 11% en 2024, plus 9% en 2025, plus 7% en 2026. Finalement, on a basé tous nos calculs et notre score final sur Apple sur ces estimations de croissance des analystes. Mais s'ils se trompent, eh bien, on ne va pas du tout obtenir le rendement qui était prévu. Là, à nouveau, on a fait nos calculs sur une croissance de 11% pour Apple. Si Apple ne réalise finalement qu'une croissance de 5% par an de ses free cash flow, eh bien, l'entreprise ne va pas nous donner un rendement incroyable. On va même très probablement sous-performer le S&P 500. Donc, dès que je vois ce genre de prévision de croissance des analystes, je me pose la question, est-ce que je peux leur faire confiance? Et j'ai 3 éléments que je vais regarder pour savoir si finalement ces chiffres-là, je peux les utiliser dans mon modèle ou si au contraire, il faudrait un petit peu que je les réduise. Le premier élément que je vais regarder, c'est tout simplement la croissance historique de l'entreprise. Donc, si on reprend l'exemple d'Apple, je vois que sur 20 ans, elle est parvenue à augmenter à 41% par an ses free cash flow, sur 10 ans, 14% par an et sur 5 ans, 14% par an. Je vais comparer ces 3 croissances historiques de free cash flow par action à la croissance future estimée par les analystes. Et là, je vais regarder si ça fait un petit peu sens. Je vois pour Apple, je sais qu'Apple est une entreprise quand même un peu grande, je vois que globalement sa croissance devrait réduire à 11%, donc ça me semble à peu près logique. Et on voit qu'on n'est pas non plus trop éloigné. Si par exemple les analystes me disaient que Apple allait grandir à 25% par an, alors que sur les 10 dernières années, elle n'a grandi qu'à 14% par an, je me dirais méfiance, c'est un peu étrange. Et donc j'essaie de voir que la croissance historique correspond un petit peu la future croissance qui est attendue, sachant que généralement, plus une entreprise va devenir mature et plus ça va être difficile pour elle de faire une croissance élevée. Donc généralement, vous aurez une croissance attendue des analystes qui est moins importante que la croissance historique sur 10 ans, à part des cas spéciaux où une entreprise serait peut-être dans un nouveau marché, quelque chose de particulier. Mais voilà, c'est comme ça que je regarde la croissance historique. Et si je vois une grosse différence entre la croissance à 5 ans passée et la croissance à 5 ans future, je me pose un peu des questions. Le deuxième élément que je trouve intéressant, c'est un outil qui est proposé par FastGraph.
Fastgraph, qui est un site que j'aime beaucoup sur la partie valorisation des entreprises. Ils ont un segment, vous voyez, qui s'appelle Analyst Scorecard et qui va venir en fait juger les anciennes prévisions qu'ont fait les analystes sur cette entreprise et qui vont nous permettre de savoir à quel pourcentage de succès ils ont, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont vraiment capables de bien prévoir les futurs bénéfices d'une entreprise. On voit par exemple pour Apple que finalement les prévisions à 2 ans qu'ils font, donc le free cash flow que va faire Apple dans 2 ans avec une petite marge d'erreur, vous voyez, de 20%, eh bien vous voyez que les analystes se trompent 50% du temps, mais à la baisse. C'est-à-dire que 50% du temps, bit en violet, Apple fait mieux que ce que les analystes avaient prévu. Donc ça, c'est un très bon signe, c'est ce genre d'entreprise qu'on veut. On part sur une croissance à nouveau des free cash flow d'Apple de 11% par an et on voit que de manière générale, Apple fait mieux que ce qui est attendu. Donc tant mieux parce que si Apple fait 12, 13 ou 14%, ben son score sera encore meilleur que celui qu'on a estimé. Évidemment, le contraire s'applique aussi si vous tombez sur une entreprise où les analystes se trompent 10% du temps, 20% du temps, 30% du temps, 50% du temps. Vous savez que si vous annoncent 11% de croissance, vous ne pouvez pas complètement leur faire confiance et vous allez devoir très probablement réduire la croissance qu'ils vous donnent parce que vous savez que l'entreprise a tendance à se tromper ou que les analystes ont tendance à être trop optimistes par rapport à cette entreprise et par rapport à ce qu'elle a pu réellement délivrer derrière dans le temps. Donc à nouveau, un outil intéressant pour savoir si on peut faire confiance à ces estimations de croissance des analystes. Et enfin, le dernier élément que j'aime regarder, et ça c'est l'élément le plus compliqué, mais à mon avis le plus important, c'est finalement l'entreprise en elle-même. C'est-à-dire que quand on vous dit par exemple que Apple devrait grandir à 11% par an, vous devriez vous dire d'où va venir cette croissance. Qu'est-ce que l'entreprise va pouvoir faire sur les 5 et 10 prochaines années pour parvenir à augmenter son free cash flow de 11% par an. Donc évidemment, elle peut racheter ses actions, elle peut sortir des nouveaux produits, elle peut se lancer dans des nouveaux marchés. Donc là, on rentre vraiment dans l'analyse qualitative. C'est vraiment ce que vont faire les analystes quand ils vont s'intéresser à l'entreprise. Ils vont vraiment chercher à comprendre d'où va pouvoir venir sa croissance. Si on prend l'exemple d'Apple, on peut se dire, ok, en termes de produits, l'iPhone est probablement sur un marché saturé, mais attention, Apple a sa partie service avec tout ce qui va être abonnement à iCloud, tout ce qui va être App Store, tout ce qui va être Apple Pay. Et ça, on a des marges plus importantes et Apple va peut-être pouvoir développer cette partie service qui lui permettra de générer plus de free cash flow. Et en termes de pays, on peut se dire peut-être au contraire, on voit que Apple a une part importante de ses revenus qui proviennent de la Chine, 19%. En ce moment, on sait que les conditions économiques en Chine sont compliquées, donc peut-être que le fait d'avoir une telle exposition à la Chine va ralentir sa croissance future. Donc voilà, c'est très difficile à estimer juste comme ça et c'est pour ça qu'il faut évidemment bien mener une analyse approfondie sur l'entreprise. Et une fois qu'on l'a analysé en profondeur, on peut se dire si 11% c'est réaliste par rapport à tout ce qu'on a vu ou si au contraire on ferait mieux de baisser et de se prendre une marge de sécurité. Si on résume tout ce qu'on vient de voir, on peut faire confiance aux analystes, mais attention de vérifier l'historique de résultats de l'entreprise, le pourcentage de succès des analystes dans leurs précédentes prévisions de croissance sur l'entreprise et enfin de bien connaître le business model de l'entreprise et ses voies de développement futur pour savoir si cette croissance fait sens. Il nous reste donc un dernier inconvénient à utiliser ce système de valorisation, c'est que le rendement peut être différent de la performance qu'on va obtenir en bourse. Depuis le début de cette vidéo, vous avez dû remarquer, je fais attention de parler de rendement et pas de performance. La performance en bourse, je vous en parle souvent sur cette chaîne, elle va provenir de deux choses, de la plus-value, l'appréciation de votre action, et des dividendes, du montant de cash que va vous reverser l'entreprise chaque trimestre. La performance en dividendes, on peut aller l'estimer de manière assez précise. On va prendre le rendement de départ, donc par exemple Apple 0,53%, et on va ensuite venir faire augmenter ce rendement en fonction de la croissance estimée de l'entreprise. Pour la croissance estimée, j'aime bien utiliser donc la croissance des free cash flow qu'on avait vu, 11% par an, parce que de manière générale, une entreprise ne peut pas vous reverser plus d'argent si évidemment elle ne génère pas avant plus de free cash flow. Et j'aime bien aussi regarder historiquement combien l'entreprise a augmenté son dividende. On voit qu'Apple, sur les 5 dernières années, a augmenté de 7% par an son dividende. Donc ça permet de voir un petit peu si pour le management, le dividende est quelque chose d'important ou pas. Et donc là, sur cet exemple-là, on pourrait assez facilement estimer la performance qu'on va faire en dividende. À nouveau, on prend ce rendement de départ et on le fait augmenter entre 7 et 11% par an pour savoir combien on va gagner au fur et à mesure du temps. Donc la performance en dividende, ça va. Là où tout se complique, c'est sur la performance en plus-value, puisque celle-ci est déterminée par 3 éléments: le rendement de départ en free cash flow, la croissance des free cash flow et la valorisation des free cash flow par le marché.
Donc si on reprend notre exemple d'Apple, on a dit qu'en 2023, l'entreprise avait généré 5,61 $ de free cash flow par action et actuellement, le marché valorise ses free cash flow à un PER ou plutôt un PFC de 33, donc 3% de rendement, 5,61 x 33, on retombe sur le prix actuel de l'action de 185 $. Maintenant, imaginons que nous sommes 7 ans plus tard, Apple est parvenu, comme l'avaient prévu les analystes, à faire x2 sur ses résultats. Donc, elle est passée d'un free cash flow de 5,61 à 11,22 $. C'est génial, l'entreprise s'est développée et gagne beaucoup plus de bénéfices qu'avant. Et si le marché en 2030 valorise ces free cash flow-là de la même manière qu'il les valorise aujourd'hui, 11,22 x 33, c'est super, on a une action qui vaut 370 $. Donc c'est un petit peu le scénario parfait. L'entreprise a doublé ses résultats et notre action a aussi doublé de valeur. On a gagné 100% en plus-value. Mais maintenant, que se passe-t-il si en 2030, le marché décide de valoriser les free cash flow d'Apple de manière un petit peu plus dure? Si par exemple, au lieu de le valoriser à un PFC de 33, il le valorise à un PFC de 25, donc 4% de rendement, eh bien 11,22 x 25, on voit qu'on n'est plus qu'à une action qui vaut 280 $ en 2030. Et donc, au lieu, on reste en positif, mais au lieu de faire x2, on a fait que plus 51% en plus-value. Donc là, à nouveau, l'entreprise a doublé ses résultats, mais vu qu'on a eu une compression du multiple de valorisation, eh bien, on a gagné moins d'argent. Et évidemment, on pourrait imaginer un scénario encore plus catastrophe. Le marché, de manière générale, est beaucoup plus pessimiste sur Apple. Il pense que l'entreprise est vieillissante et moins intéressante. Et du coup, il valorise ses free cash flow de 2030 à seulement un PFC de 25, donc 6% de rendement. Donc là, on a fait x2 sur les résultats de l'entreprise, mais sa valorisation, la manière dont le marché valorise ses futurs free cash flow est divisée par 2. Et là, on retombe évidemment sur un prix de 185 $. Et donc, c'est triste parce qu'en 7 ans, on a fait finalement 0% de performance en plus-value. Donc vous l'avez compris, la valorisation de ces free cash flow par le marché peut avoir un impact énorme sur votre plus-value, puisque finalement, vous pouvez avoir une entreprise qui double ses résultats. Si le marché a décidé que ces résultats ne valent pas autant que ce que vous pensiez, eh bien vous retrouvez avec 0 en plus-value. Du coup, là, forcément, vous devez vous dire, mais Roman, du coup, pourquoi dans ton système, tu n'as pas essayé justement de prendre en compte cette valorisation des free cash flow? J'ai essayé sur des précédents systèmes, mais si j'ai décidé d'arrêter, c'est que je pense qu'il est impossible d'estimer correctement en fait cette valorisation des free cash flow, car elle dépend de trop de facteurs. Globalement, je pense qu'il y a 3 facteurs qui vont impacter cette valorisation et à différents degrés. Il y a d'abord l'avis du marché sur cette entreprise. Cet avis peut être positif ou négatif en fonction des news. On a vu tout à l'heure, par exemple, qu'en ce moment, Google a un avis plutôt négatif puisque apparemment, ils ont loupé le passage sur l'IA. Et au contraire, Microsoft a un avis plus positif parce qu'ils sont positionnés sur l'IA, Microsoft et Nvidia. Est-ce que cet avis est juste ou pas? On n'est pas sûr. Ensuite, on a toute la partie émotion. Donc, est-ce que le marché est dans une euphorie? C'est-à-dire, on le voit un peu d'euphorie en ce moment sur certaines actions, notamment dans l'IA. Ou est-ce qu'au contraire, le marché est dans un état un peu de peur? Et enfin, il y a la capacité d'investissement concrète du marché, c'est-à-dire est-ce que les banques centrales impriment beaucoup de billets? Est-ce qu'on a beaucoup d'inflation? Ou est-ce qu'au contraire, justement, on a des taux d'intérêt qui remontent et qui viennent concurrencer un peu le rendement des actions? Donc ces 3 paramètres-là vont venir beaucoup impacter les choses. Si on prend l'exemple d'Apple en 2030, eh bien imaginez un scénario où les gens trouvent que l'entreprise est géniale. Donc le marché se dit « Waouh, Apple, avec leur nouveau casque, ça cartonne, tout le monde en achète. C'est vraiment une entreprise qui est excellente, on adore. En plus, ils ont ce nouveau projet qui va leur faire gagner encore plus d'argent dans le futur. Donc c'est super. » Ensuite, on a une émotion très positive en ce moment sur le marché. Tout le monde est en mode on peut gagner plein d'argent avec la bourse. Ça fait 2-3 années de suite que la bourse monte, donc tout le monde est excité et tout le monde a envie d'investir. Et enfin, les banques centrales impriment énormément de billets comme durant la Covid. On a un excès d'argent qui doit être investi quelque part. Et bien là, dans ce cas-là, dans ce scénario très optimiste sur les 3 critères, ça ne m'étonnerait pas qu'en 2030, les profits d'Apple se vendent à un multiple de 50. Donc finalement, un free cash flow yield de départ de 2%. Maintenant, on peut imaginer évidemment le scénario inverse, le scénario catastrophe. Tout le monde trouve qu'Apple pue, c'est plus une action aussi bien parce qu'ils ont sorti un produit qui est un peu déçu. Voilà, la croissance est en train de ralentir, c'est un peu une entreprise vieillissante. Et puis on a peur parce qu'en ce moment, il y a une crise qui devrait pas tarder à arriver. On a une inquiétude par rapport à une guerre qui devrait éclater.
Et du coup, on se dit, ouais, la bourse, c'est pas forcément un si bon placement que ça fait plusieurs années que la bourse est en train de descendre. Et enfin, on a beaucoup d'inflation et donc des banques centrales qui augmentent les taux d'intérêt et beaucoup de gens qui se disent je ferais mieux finalement de placer mon argent dans des obligations. Dans ce scénario catastrophe, ça ne m'étonnerait pas que les profits d'Apple se vendent à un free cash flow de 8%, donc un PFC de 12,5 en 2030, qu'il retourne finalement à un PFC que Apple avait au tout début, lorsque finalement on considérait que c'était juste une entreprise de hardware qui fabriquait les téléphones. À votre avis, quel scénario va se réaliser? Est-ce que ça va être le scénario à 50, à 25 ou à 12,5? Moi, je trouve que c'est extrêmement compliqué de le savoir parce qu'à nouveau, on ne parle pas finalement de quel est l'état du marché en ce moment, on parle de l'état du marché en 2030. Donc il faut non seulement prévoir ce que les gens vont penser d'Apple en 2030, où on sera la Fed en 2030, où on sera, on va dire, les crises en 2030. Vous voyez que c'est complètement impossible et je pense que toute personne qui vous dit en 2030, les profits d'Apple se vendront à un PFC de 20, de 25, de 30 ou de 50 ou de 12 ou de 10, en fait, ils n'en savent rien. C'est une estimation et qui a de grandes chances d'avoir une part très importante d'erreur. Donc si on reprend notre équation, finalement, vous l'avez compris, cette partie valorisation, elle a un impact important, mais elle est extrêmement difficile à prévoir, à estimer. Et donc moi, personnellement, le choix que j'ai fait désormais sur ce système de valorisation, c'est vraiment de me concentrer sur le rendement de départ, sur les choses que je contrôle. Je sais quel est le rendement de départ que j'ai en free cash flow. J'arrive à peu près, via les astuces qu'on a vues, à estimer la croissance future de l'entreprise. Et donc, je me concentre sur ces deux paramètres-là et j'ignore un petit peu plus la partie valorisation. Ce que je me dis, c'est que si j'achète une entreprise de qualité et que globalement, elle réalise une belle croissance dans le temps, qu'elle est stable, qu'elle a un bon business model, globalement, la valorisation devrait s'occuper par elle-même, finalement, devrait rester correcte pour l'entreprise, puisqu'à nouveau, je suis parti sur un rendement de départ qui était quand même pas délirant non plus, donc je n'ai pas payé trop cher à la base, j'ai une croissance qui a été correcte, et donc globalement, la valorisation devrait être bonne à terme. Je sais que cette valorisation-là, sur le court terme, elle peut beaucoup bouger s'il y a une crise, à nouveau, si les gens deviennent pessimistes sur l'action. Donc idéalement, je vais essayer d'attendre, lorsque je souhaite revendre mon action, qu'on soit plutôt dans un marché euphorique et que le marché de manière générale ait une vision positive de cette action en particulier. Mais j'ignore un petit peu ça dans mes calculs parce que je sais que ça ne va pas être précis et je me concentre à nouveau sur des données qui peuvent être beaucoup plus précises, le rendement de départ et la croissance estimée. En conclusion, les amis, on a donc un système de valorisation ici qui est plutôt pratique. Ça nous permet d'un seul coup d'œil de voir rapidement quelles pourraient être les entreprises les plus intéressantes à renforcer sur notre portefeuille. Mais faites attention à suivre et surveiller vraiment des entreprises qui sont qualitatives. Donc à nouveau, ne pas mélanger les pommes et les poires. Faire attention aussi de sélectionner les entreprises qui sont prévisibles, avec lesquelles vous allez pouvoir estimer correctement la croissance. Et enfin, soyez bien au courant qu'il peut y avoir des variations entre le rendement que vous avez calculé et la valorisation que vous allez retrouver sur le marché. Donc entre le rendement que vous êtes en train d'obtenir avec cette action par rapport à votre prix d'achat, par rapport aux fondamentaux de l'entreprise, versus ce que vous allez concrètement voir sur votre courtier en termes de plus-value. Ça peut être à la baisse comme à la hausse. Parfois, votre entreprise, par exemple, va augmenter de 10% ses free cash flow, mais votre plus-value, elle va faire 40%. Donc, c'est peut-être parce que le marché estime que l'entreprise est devenue plus prévisible ou peut-être qu'il y a une future croissance qui sera plus importante. Donc, faites toujours attention entre ces deux éléments-là. Et je pense qu'un inconvénient, une erreur qu'on a tous tendance un petit peu à faire, c'est de regarder la plus-value qu'on a fait sur une action et de se dire waouh, cette entreprise est géniale. En fait, on ferait mieux plutôt que de regarder la plus-value, donc finalement notre prix d'achat versus le prix actuel, on devrait plutôt regarder notre prix d'achat et le free cash flow finalement qu'a généré l'entreprise cette année. Donc plutôt qu'utiliser un signe extérieur qui est dicté par le marché et son humeur toujours changeante, on devrait plutôt se comparer à un signe intérieur, donc dans l'entreprise, aller regarder un fondamental de l'entreprise. Et comme je l'ai dit, pour moi, le meilleur fondamental à regarder, c'est le free cash flow par action net de compensation salariale. Si vous regardez ce chiffre-là et que vous le comparez à votre prix d'achat, logiquement, ce chiffre-là devrait s'améliorer, votre rendement de départ devrait s'améliorer. Et limite, il faudrait mieux que vous suiviez ça plutôt que la variation de vos plus-values. Sur le long terme, les deux devraient correspondre, mais vous le savez, sur le court moyen terme, il peut y avoir de la variation. Voilà les amis, c'est donc maintenant à vous de jouer. N'hésitez pas à tester ce système de valorisation pour voir un petit peu justement à la fois les entreprises que vous avez en portefeuille et les entreprises qui vous intéressent, lesquelles pourraient être les mieux valorisées en ce moment et potentiellement des opportunités d'investissement pour vos futurs achats. Globalement, pour mettre en place ce système-là, vous pouvez le faire de votre côté en utilisant un fichier sheet. Ce que je vous recommanderais, c'est d'avoir vraiment des données qui sont solides.
Ça existe peut-être sur des sites gratuits. Moi, personnellement, j'utilise 2 sites payants que je trouve très bien. Je vous ai parlé de FastGraph pour tout ce qui est valorisation, notamment les représentations graphiques. Et j'aime aussi beaucoup utiliser GuruFocus pour avoir beaucoup de données, des données précises, historiques sur les free cash flow qu'a généré l'entreprise. Et également, on l'a vu, des ajustements comme les compensations salariales en actions. Sinon, vous pouvez évidemment rejoindre aussi la méthode Trident, puisque dans la méthode Trident, chaque semaine, on va faire ces calculs-là pour vous. En fait, on tient à jour du coup ce fichier-là avec les 6 actions qu'on a achetées. Et l'idée, c'est vraiment que chaque achat d'action qu'on va recommander aux membres, c'est une action finalement qui est bien valorisée par rapport au S&P 500. Vous voyez qu'à l'heure actuelle, on a donc 4 actions qui sont mieux valorisées que le S&P 500, 2 qui sont légèrement au-dessus et 2 qui sont vraiment au-dessus. Et au contraire, enfin, on en a 2 qui sont en dessous du S&P 500. Donc évidemment, celles qui sont rouges, on ne va pas continuer de les acheter. On est sur pause, on les garde et c'est des actions sur lesquelles généralement on a déjà gagné 30 à 40% de plus-value. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. On va attendre que leur prix ou que leurs fondamentaux s'améliorent pour les renforcer. Et en attendant, on se concentre plutôt sur celles qui ont un score bleu et vert. Et voilà, vraiment ce tableau-là, ça vous permet en un clin d'œil de voir un petit peu des valorisations. Et c'est uniquement sur des entreprises de qualité que j'ai analysé pendant plus de 50 heures et que je suis à peu près certain qu'elles devraient pouvoir délivrer mieux que le S&P 500. Vraiment, moi, ce que je vous recommande, c'est d'essayer de trouver, quand vous cherchez l'entreprise, le combo. Le combo idéal, c'est quoi? C'est un rendement actuel qui est similaire à celui du S&P 500. Donc là, l'action numéro 6 que je viens de rajouter au portefeuille il y a 2 semaines, vous voyez qu'elle a un rendement finalement très proche de celui du S&P 500. Elle est à 3% elle aussi. Par contre, et c'est là que c'est important, elle a 2 fois plus de croissance estimée sur le long terme. Donc, vous voyez que le S&P 500 a une croissance estimée de 6% par les analystes et cette 6e action a une croissance estimée de 15%. Et donc, forcément, au bout d'un moment, le rendement de cette action-là va s'améliorer beaucoup plus vite et devrait nous permettre de générer 2 fois plus de gains sur le long terme que le S&P 500. Donc, à nouveau, quand vous cherchez des entreprises, le conseil que je vous donne en termes de valorisation, cherchez des entreprises qui ont un rendement à peu près proche de l'indice que vous cherchez à battre, donc par exemple le S&P 500, mais par contre qui ont une croissance attendue basée sur tous les calculs que vous avez faits qui devrait être beaucoup plus forte que celle du S&P 500. Et là, si vous faites ça, normalement, il n'y a pas de secret, vous devriez pouvoir avoir une meilleure performance finalement avec cette action-là qu'avec l'ETF. C'était Roman, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce système de valorisation dans les commentaires. Il y a moyen qu'il y ait des débats, des gens qui ne soient pas forcément d'accord. C'est à nouveau un sujet très débattu. Il y a plein de solutions différentes qui existent. J'espère en tout cas quand même que cette solution vous a un peu ouvert l'esprit sur ce système de rendement en free cash flow par action. Et n'hésitez pas à me dire si vous voyez des points d'amélioration. C'est évidemment comme tout élément dans le procédé d'un investisseur. C'est un élément que je retravaille sans arrêt et que je cherche constamment à améliorer. C'était Roman, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une prochaine présentation. Ciao!